Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer comment se mettre au vélo taf. Pour les personnes que ça intéresse, je sais que j'ai été dans votre cas à beaucoup me renseigner avant d'oser sauter le pas et maintenant ça devient un réflexe et limite je n'ai plus envie de faire autrement. Alors, la vidéo elle va être composée de plusieurs grands thèmes, que ce soit l'organisation, que ce soit les avantages et inconvénients du vélo taf, mais aussi le matériel, parce qu'on pense pas toujours à tout. Si on n'a pas déjà une pratique quotidienne du vélo, pour vous raconter un petit peu, j'ai commencé le vélo taf il y a un peu moins de 2 mois, donc c'est assez récent. Mais ça m'a déjà permis de bien évoluer dans ma pratique par rapport à ce que j'avais en tête, dans le matériel, dans l'organisation. Donc c'est parti, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par les avantages et les inconvénients du vélo taf. Donc j'imagine que vous avez déjà de toute façon en tête la plupart des avantages. Le premier, c'est forcément le côté économique. Si habituellement vous allez en voiture à votre travail. Alors bien sûr, mon discours sera quand même un peu étalonné sur ma pratique. Moi, j'ai 20 km aller, 21 km retour, dans un contexte quand même très urbain. Je suis en métropole lilloise. Donc peut-être qu'il y aura quelques variations, par exemple pour les personnes qui sont je sais pas, dans des régions plus vallonnées, par exemple. Donc l'avantage économique, c'est que bien sûr un vélo, ça coûte beaucoup moins cher à entretenir qu'une voiture. Il n'y a pas de débat là-dessus, hein. On est sur un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 8 selon les études. Bien sûr, se mettre au vélo taf, ça fait du bien au porte-monnaie, mais pas seulement. Faire du vélo taf, c'est très très bon pour le moral. Et ça, on s'en rend compte au fur et à mesure de la pratique. C'est-à-dire que ça permet d'aller au travail. Merci. D'aller au travail en pensant à autre chose et sans être stressé par le trafic. Je pense comme moi aux personnes qui sont dans des grandes métropoles où c'est l'enfer, c'est les bouchons le matin, c'est les incivilités au volant. En montant dans sa voiture, on se met dans sa bulle et ça fait monter l'agressivité, je trouve. Donc le vélo, ça permet d'arriver un peu plus serein au travail et ça permet de s'ouvrir un peu à ce qui nous entoure, que ce soit les autres, tout simplement, les autres usagers de la route. On est plus ouvert, on est plus enclin à faire des rencontres sympas, des petits échanges. Il y a la rencontre aussi avec la nature. Vous allez voir sur la suite du chemin, je longe un chemin de halage et il y aura forcément des animaux, etc. Et ça, on n'en profite pas quand on est en voiture. Et c'est assez dommage, ça participe à la déconnexion que l'on peut avoir avec notre environnement. Bon, là, comme j'étais pas concentré, j'ai fait n'importe quoi, donc ne suivez pas l'exemple. Je vais continuer sur cette piste cyclable qui n'est pas matérialisée. Merci. Je vais changer d'itinéraire. Je vous parlerai de la partie itinéraire par la suite. Donc économique, no stress, et puis il y a le côté satisfaction personnelle aussi, qui est très présent. C'est-à-dire qu'en arrivant au boulot, quand on voit tous ses collègues qui sont arrivés en voiture et qui vous regardent comme un extraterrestre, même si en 2024 le vélo taf c'est quand même assez répandu, et ben il y a cette petite satisfaction personnelle de se dire moi je suis venu à la force de mes jambes et j'ai beaucoup moins pollué que si j'avais pris ma voiture.
Et donc ça, c'est vraiment satisfaisant quotidiennement parlant. Alors bien sûr, pendant cette vidéo, il va y avoir des moments où je parlerai peut-être un peu moins parce que j'ai besoin de me concentrer quand même sur ma route. Sur certains trajets, un avantage de plus, alors ça c'est pour les personnes qui sont vraiment en ville et qui ont un trajet très urbain, le vélo est plus rapide que la voiture. Ça, on a du mal à le croire tant qu'on n'a pas essayé. Et je pense que je ferai une vidéo justement où une voiture essaiera de faire le même trajet que moi en ville et je vous prouverai qu'on est bien plus rapide à vélo parce que on peut remonter les fils de voiture. On a des pistes cyclables parfois qui évitent les feux. On a les panneaux M12 qui nous permettent de passer même si le feu est rouge en laissant bien sûr la priorité aux autres usagers. Et ça représente un gain de temps assez incroyable. Vous voyez, le Vélotaf a déjà quand même pas mal d'avantages. En termes d'inconvénients, oui, ça demande un peu plus d'organisation parce que la plupart des personnes qui m'écoutent, si vous vous mettez au Vélotaf, vous devrez peut-être vous changer une partie de la tenue en arrivant au travail. Si vous faites 2 km, il n'y aura pas besoin, hein, vous ne transpirerez pas. Hein. Ça, c'est un préjugé qu'on a sur le Vélotaf. Donc oui, ça demande un peu plus d'organisation. Il y a une tenue à emporter. Donc ça, parfois, on repère un petit peu le temps qu'on a gagné sur la route en arrivant au travail, en devant se changer. Donc ça, c'est quand même assez marqué, mais je voulais dire que ça sera propre à chacun selon votre trajet, selon votre travail. Si vous avez une tenue de travail imposée, si vous devez travailler en costume cravate, en tailleur ou... Bref, là-dessus, vous verrez par la pratique. On se rend compte de toute façon de ce qu'est le Vélotaf qu'en le pratiquant. Et donc, un des inconvénients aussi du Vélotaf, ça peut être le manque de motivation. S'il pleut, si on est fatigué, si on a une soirée avec des amis ou de la famille, on peut ne pas avoir envie d'enfourcher le vélo parce que ça demande un effort supplémentaire par rapport à la voiture, ça peut se comprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. On peut commencer le Vélotaf avec une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines. Le but, je pense, c'est de mettre le pied à la pédale, comme j'ai l'habitude de le dire, le pied à l'étrier. Parce que de passer à l'action, ça vous donne envie et ça met en mouvement et forcément ça vous aidera à être un peu plus régulier. En termes de motivation, il y a quelques petits trucs assez sympas. Il y a l'application par exemple Strava qui permet de voir le temps qu'on met, les calories cramées. Et ça permet aussi de cumuler son kilométrage sur l'année. On peut du coup voir les kilomètres qu'on a fait, le CO2 qu'on n'a pas émis. Et ça, c'est assez satisfaisant aussi. Bref, il y a énormément d'applications qui permettent aussi, je crois, de gagner des bons cadeaux, etc. pour vis-à-vis du kilométrage réalisé. Donc ça, c'est assez sympa. Alors ça, là, je ne sais pas si je suis en sens inverse. Je crois que je suis en sens inverse. Mais le marquage est parfois en double sens dans cette piste cyclable. Donc je ne sais pas trop. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse corriger le tir. Donc voilà,
On a vu un peu les avantages et inconvénients. Le côté transpiration, je pense qu'il est un peu surévalué. Parce que si on a la tenue adaptée, on transpire pas forcément. Et après encore moins forcément si on a un vélo à assistance électrique. Et après il y a des petits tips, des petits conseils, des petites astuces. Si on transpire, il existe des shampoings secs par exemple. Vous pouvez vous passer un coup sur les parties où vous avez le plus transpiré et hop, vous êtes propre. On a les t-shirts en mérinos, laine de mérinos qui sont vraiment top de chez top. Vous arrivez, vous changez, vous mettez un t-shirt en laine de mérinos, et ben même si vous transpirez un petit peu, et ben il n'y aura pas d'odeur. Parce que les odeurs, elles viennent surtout sur les matières synthétiques, mais avec un t-shirt de mérinos, c'est léger et il n'y a pas de développement d'odeur. Et ça, c'est assez incroyable, vraiment. C'est un conseil que je peux donner, ça coûte 25 € chez Decathlon. Après, il y en a d'autres peut-être plus chers dans d'autres marques. Et pour 25 € l'essai est assez aisément réalisable d'un point de vue économique et franchement c'est concluant. J'ai testé et approuvé. J'en ai plusieurs dans ma garde-robe. Vous voyez, pour l'instant sur mon chemin j'ai quand même pas mal de pistes et de bandes cyclables, donc ça c'est quand même appréciable et c'est un énorme plus d'un point de vue déjà motivation. Je sais que je ne serai pas dans le flot de circulation. Après je suis un peu en horaire décalé, hein. Je pars, il est 7h du matin, souvent 6h30, donc la plupart des gens sont en train de se préparer mais ne sont pas sur la route à cette heure-là. Donc voilà, il y a des petits trucs et astuces pour contrer le préjugé de la transpiration. Ensuite, nouveau thème, je parlerai de l'itinéraire. Et ça, c'est un point hyper important. Il y a énormément d'applications qui sont dédiées au vélo qui permettent de se faire un petit itinéraire au poil, en évitant le plus possible les routes, en ayant le plus d'aménagements cyclables possible. Du coup, vous avez, il y a énormément de choses, hein. Déjà, il y a Google Maps qui permet de faire Déjà, il y a Google Maps qui permet d'avoir une vue satellite et de voir un peu les aménagements cyclables. Vous avez d'ailleurs un mode cycliste, hein, sur Google Maps. Et après, vous avez des applications dédiées comme GeoVélo. Vous avez Komoot pour les plus connus. Après, vous avez Router ou Brouter, je sais pas, c'est une application allemande. Et là, vous pouvez choisir votre type de vélo, si vous avez un vélo mobile, si vous avez un cargo. C'est pas mal. Je remettrai une petite liste d'applications, après la plupart sont quand même déjà bien connues. Et donc l'itinéraire, c'est quand même hyper important de se le faire à l'avance, parce que si vous n'avez comme moi au début, je n'avais pas de support vélo et l'itinéraire, je l'avais pas assez en tête et je me suis perdu. Je me suis perdu sur quelques kilomètres, j'ai fait 25 km au lieu de 20. Bon, c'est une anecdote marrante, hein. C'est pas un souci. Mais au fur et à mesure, l'itinéraire va évoluer. C'est-à-dire que vous avez en tête une première route, et puis au fur et à mesure de la pratique, vous allez découvrir des routes peut-être plus courtes, plus sympas, qui sont pas toutes répertoriées sur ces applis. Donc ça m'a surpris. Au final, j'avais calé un itinéraire au poil, qui n'arrête pas d'évoluer, et puis parfois aussi pour éviter la routine, j'évolue, hein, dans mon itinéraire, j'en emprunte un autre, et c'est assez sympa de changer.
Vous verrez de toute manière, vous allez m'accompagner dans pas mal de vidéos sur cet itinéraire, donc vous verrez qu'il évolue parfois. Donc oui, l'itinéraire c'est vraiment important. Si vous pouvez l'essayer, hein, vous pouvez l'essayer par exemple un week-end. Alors je sais que c'est pas terrible de reprendre la route du boulot le week-end, mais ça peut être aussi un moyen de se rassurer. Vous faites une première fois, vous vous dites bon, ça va, je suis capable de faire cet effort-là. Je repère les lieux, donc le lundi matin quand on y va pour la première fois, ou un autre jour, hein, et ben vous vous dites c'est bon, j'ai l'esprit libre parce que j'ai testé mon itinéraire. Je sais qu'il est faisable, il n'y aura pas d'embûches, et donc ça permet peut-être de partir déjà l'esprit un peu plus libre, parce que le premier jour de Vélotaf, on se dit est-ce que j'ai pensé à toutes les affaires dont j'ai besoin. Je sais que la première fois ça peut être pas stressant, mais on peut avoir en tête le fait de dire qu'on peut oublier des choses. Je vous ferai peut-être une petite liste dans la description de la vidéo, une sorte de pense-bête, ça peut être pas mal. Donc voilà, je pense que la partie itinéraire, j'ai dégrossi au maximum. Alors j'avais pris des notes et je vois que j'avais noté dénivelé. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément si on n'a pas l'habitude du vélo, mais prendre en compte le dénivelé, ça peut être pas mal. Parce que si on a un vélo musculaire, donc sans assistance électrique, et ben, entre un itinéraire qui fait 1 km plus long et qui a 100 mètres de dénivelé en moins, je pense que ça peut valoir le coup de prendre l'itinéraire un peu plus long, mais qui sera certainement moins fatigant selon le dénivelé. Donc voilà pour l'itinéraire. Moi je suis là sur la partie de mon itinéraire la plus chiante. Vraiment là c'est ce qu'on appelle le boulevard de l'Ouest. Vous voyez, il y a tous les concessionnaires automobiles sur ma gauche et sur ma droite. Et c'est en montée dans le sens de l'allée. Donc je suis sur un vélo à assistance électrique, donc en puissance max, vraiment c'est lissé, hein. Je le sens à peine. Vous entendez que je suis un petit peu essoufflé, mais ça c'est parce que j'appuie un peu plus sur les pédales que je ne le devrais. Parce que je suis parti un peu plus tard. Vous voyez là, on se rend pas compte à la caméra, mais ça monte. Et ça c'est vraiment, comme je vous le disais, un élément à prendre en compte. Bon, je pense qu'on peut partir maintenant sur le matériel. Donc le matériel, ça englobe énormément de choses, hein. Ça commence déjà par le vélo en lui-même, forcément. Pas de vélo, pas de Vélotaf. Donc je pense que il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc déjà, une des questions qui va venir, c'est est-ce que je prends un vélo à assistance électrique ou non. Moi j'ai fait ce choix parce que j'ai plus de 40 km par jour avec un petit peu de dénivelé et mon but c'était pas non plus d'arriver totalement crevé au boulot. Je m'interdis pas par la suite de faire l'itinéraire en vélo musculaire, je l'ai déjà fait, mais là je suis en train de reprendre au fur et à mesure ma condition physique et peut-être que dans un an je ressentirai plus le besoin d'avoir cette assistance électrique et que je revendrai ce vélo. Ça je ne me l'interdis pas, mais le vélo, là, assistance électrique me sert un peu de béquille psychologique. Je me dis bon, si j'ai pas les jambes, et ben il y aura quand même mon petit moteur et ma batterie pour m'aider. Et ça, c'est pas mal. Donc il y a des personnes qui seront anti-vélo à assistance électrique. Moi je l'étais plutôt pour moi, pour ma pratique. Je me rends compte que c'était un peu con. Donc là c'est marrant, sur une vidéo on a énormément de moyens de transport. On a les piétons qui viennent de passer devant moi, la voiture, le métro là-bas au bout, la moto. Tous ces usagers se croisent et doivent partager la route. Et je suis assez content d'être sur mon vélo. La voiture ne me manque pas du tout, mais alors vraiment pas du tout.
Donc oui, premier choix peut-être à avoir, c'est vélo à assistance électrique ou vélo musculaire. Vous pouvez essayer hein, les vélos à assistance électrique pour vous rendre compte de ce que c'est, parce qu'il faut quand même pédaler. Hein, ça. On parle de vélo à assistance électrique et pas de vélo électrique, ce qui sont deux choses totalement différentes. Je parlerai pas du vélo électrique parce que c'est une pratique qui est totalement différente. Le vélo à assistance électrique est limité à 25 km/h en assistance. Donc bien sûr, si vous voulez pédaler plus vite, vous voyez là par exemple je suis à 32 à l'heure. Mais l'assistance n'entre plus en jeu. Légalement, l'assistance doit se couper à 25 km/h. Un vélo électrique, il peut aller jusqu'à 45 km/h. Donc c'est plus du tout la même pratique. Mais la grande différence, c'est qu'il doit être immatriculé, il doit être assuré, et inconvénient majeur, selon moi, c'est que vous ne pouvez plus emprunter ce que je suis en train d'emprunter là. C'est-à-dire les infrastructures cyclables sont interdites aux vélos électriques. Dans 99% des cas, hein. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais du coup vous vous retrouvez dans le flot de circulation. Alors parfois, en étant à 45 km/h, c'est pas dérangeant. Mais moi, un des critères que je voulais sur mon itinéraire, c'est être séparé le plus possible des voitures pour être le plus en sécurité possible, que le trajet soit le moins stressant. Et donc ça, en vélo électrique, c'est pas possible. En vélo à assistance électrique, un VAE, et ben il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Alors j'espère que je vous donne pas trop d'informations. Je sais que c'est des informations qu'on peut retrouver un peu partout, mais moi j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo condensée, où on retrouve un peu toutes les retours d'expérience, etc. Parce que on peut se poser des questions avant d'essayer, avant d'oser sauter le pas du vélo taf. Et donc je trouve ça sympa de partager mon expérience. N'hésitez pas dans les commentaires. Et ça, c'est pas pour vous pousser à commenter. Hein. Si vous n'avez pas envie de commenter, vous commentez pas. Même si la vidéo ne fait que 4 vues, et bon, elle n'aura fait que 4 vues. Ça, c'est super sympa. Merci. Allez, les automobilistes qui laissent passer, alors qu'ils n'en ont pas l'obligation, je vous aime. Cœur sur vous. Donc oui, le premier choix, peut-être vélo musculaire ou assistance électrique, que vous pouvez essayer. Et vous pouvez même pousser le concept sur la location. Je sais que, par exemple, vous allez me dire que je parle beaucoup de Decathlon, mais j'apprécie cette enseigne. Vous pouvez louer des vélos électriques. Alors c'est 3 mois minimum sur la location de vélo. Ça peut faire un petit budget quand même, mais ça vous permet sur 3 mois de savoir si le vélo taf est adapté et d'éviter une dépense d'un vélo électrique qui peut coûter plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est à vous de voir. Et vous pouvez aussi louer des vélos classiques, hein, pour pouvoir peut-être tester la différence. Moi, je pars du principe que c'est qu'en essayant qu'on sait, parce que, alors là, j'ai le vent en pleine tête. J'espère que j'aurai pas trop de vent dans le micro. C'est en essayant qu'on se rend compte. On part avec pas mal de préjugés et au final, et ben, c'est souvent des erreurs. Je prends mon exemple, moi je m'imaginais faire mon vélo taf 2 fois par semaine grand max. Et là c'est tous les jours. Depuis que j'ai acheté mon vélo, en fait j'ai pris ma voiture qu'une seule fois. Et c'est parce que c'était vraiment un cas de force majeur. J'avais des choses à emporter, j'ai pas de vélo cargo et voilà. Après il y a la typologie de vélo aussi. Moi j'ai essayé plusieurs vélos à assistance électrique. Vélo de type hollandais. Et ça ne m'a pas plu la position, je trouvais ça trop pépère. Et j'aimais pas du tout en fait. Je trouvais que la position n'était pas assez engagée et ça ne m'allait pas. Et là j'ai acheté un vélo de type plutôt VTT. Donc en termes de position, c'est pas un vélo de route où on est quand même avec le poids sur les poignets, mais c'est un peu plus engagé et ça fait la différence. Je vous présenterai mon vélo dans une autre vidéo parce qu'il est vraiment cool. C'est un Lemo One.
pour ceux qui veulent faire des recherches. Donc voilà, la géométrie du vélo a son importance aussi. Et alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'équipement du vélo aussi. Parce que si vous faites du vélo taf à longueur d'année, eh bien, il y a l'éclairage. Alors moi, je roule avec l'éclairage allumé même de jour. De toute façon, l'éclairage est obligatoire sur un vélo, ainsi que les catadioptres dans les roues. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, et d'essentiel selon moi, ce sont les garde-boue et le porte-bagages. Alors ça, le porte-bagages, c'est royal, mais royal au bar. Vraiment, on peut dire que ça change tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je finis cette petite route où il y a des priorités à droite, etc. Et bien le porte-bagages, il vous permet de mettre des sacoches. Et les sacoches, je ne pourrais plus m'en passer. Vraiment. Alors ça fait vélo de papy, de mamie, tout ce que vous voulez. Et alors le fait de ne pas avoir de charge sur le dos, c'est juste génial. Moi, la première fois que j'ai voulu faire du vélo taf, j'avais mon vélo de gravel et j'avais mon sac à dos avec mon repas du midi, la chambre à air, la pompe, un peu tout le matériel de secours en cas de crevaison. Et je suis rentré chez moi avec le dos un peu fracassé et avec le dos humide. Parce que forcément, quand on a un sac à dos, on transpire beaucoup plus. Les sacoches, là, c'est top de chez top. On sent moins la charge sur le vélo, c'est mieux réparti à l'arrière. C'est plus bas, donc centre de gravité est rabaissé. Et on n'a pas l'inconvénient du mal de dos. Et pareil, je vous présenterai mes sacoches. Vous allez voir que la vidéo est sponsorisée. Et c'est un produit Decathlon. Et en fait, ce sont des sacoches qui se dézippent et qui se rezippent. Et en fait, en se rezippant, ça fait un sac à dos. Et c'est ultra pratique. Je vous montrerai ça dans une petite vidéo. Il n'y a pas besoin d'une vidéo d'une demi-heure pour vous présenter les sacoches. Mais vraiment, oui, on n'y pense pas quand on pratique pas le vélo. Moi, j'avais une pratique du vélo plutôt sportive avec un vélo de route. Donc les sacoches, c'était pas du tout dans ma pratique. Mais alors, une fois qu'on les a essayées, il y aura peut-être des personnes qui me contrediront, qui seront adeptes du sac à dos, mais moi je vois pas d'avantage au sac à dos pour la pratique du vélo taf. Vraiment, c'est un achat en plus. Mais d'un point de vue confort et praticité, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Allez, on essaye de choper le feu vert. Ça, c'est pas mal aussi. On se met des petits objectifs le matin. Battre le record de la veille. Essayer de se décoller de l'automobiliste qui nous colle. Hop là. Ouais, vous verrez aussi que la plupart des automobilistes sont quand même assez respectueux des cyclistes. Moi, je rencontre beaucoup d'automobilistes qui prennent le temps de rester derrière, qui ne sont pas pressés d'arriver au feu rouge comme des furieux. Des automobilistes qui me laissent passer quand ils n'ont pas l'obligation. Ça, c'est super sympa. Je leur un grand merci avec un sourire. Et la plupart laissent la distance de sécurité. Je sais que les vidéos sur YouTube qui fleurissent, c'est plus les road rage et les automobilistes qui sont cons comme des manches à balai, et qui collent et qui sont pressés d'arriver au feu rouge suivant et qu'on rattrape à vélo parce qu'on est plus rapide qu'eux, mais c'est pas la majorité. Et c'est ce que je vais essayer aussi de faire ressortir dans cette chaîne. Le côté vélo un peu plus positif. Donc je suis désolé, j'ai dérivé, c'est vraiment un truc que je fais toujours. Le matériel, donc les sacoches, les garde-boue. Alors ça dépend, hein. Si vous habitez dans une région sèche, bon, c'est pas un problème, mais alors dans une région un peu plus pluvieuse comme le nord, coucou les amis bretons, comme la partie atlantique. Vous voyez lui,
Lui, il est pressé. Lui. Je sens que je l'ai gêné dans son trajet du matin. Et coucou, on est à deux. Hop là. Alors il y a la partie aussi avertisseur sonneur, une sonnette, c'est important parce que parfois on emprunte des chemins partagés et les piétons sont pas toujours sensibilisés au fait qu'ils sont sur une piste cyclable, une piste partagée. Et ça peut être pas mal de les prévenir parce que quand on arrive dans leur dos, même si on n'est qu'à 15 km/h, ça peut être surprenant. Et ça peut donner lieu à des situations dangereuses. Et une petite sonnette, ça coûte 5 €. 2 € sur le bon coin. Et c'est tout léger, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à ne pas en avoir une. Et d'ailleurs, c'est obligatoire aussi sur le vélo pour les gens qui veulent être en 100% conforme à la légalité. Alors il y a la partie aussi équipement de secours. Il faut avoir des kits de démonte-pneus, des kits de rustine parce que la crevaison arrive. Moi ça m'est arrivé le deuxième jour où je me suis mis au vélo taf, mon pneu, je me suis pris un caillou et voilà, explosion du pneu. Ça m'a pas mis à mal ma motivation parce que dès le lendemain j'étais sur mon vélo. Mais c'est nécessaire d'avoir une pompe, des démonte-pneus, kit de rustine. Et puis on peut aussi avoir un kit anti-crevaison, c'est-à-dire que c'est une sorte de mousse qui va venir remplir la chambre à air. Alors ça flingue votre chambre à air. Hein. C'est-à-dire que c'est top sur le coup parce que ça vous sauve et vous pouvez repartir dans la majorité des cas, pas toujours. Mais vous êtes amené par la suite à changer votre chambre à air parce que elle est pleine de ce produit et c'est pas fait pour rouler 300 km avec ça dans la chambre à air. Donc le bombe anti-crevaison sont à peu près une dizaine d'euros. Je vous dis pas le nom de l'enseigne parce que je l'ai déjà cité 27 fois et il y a aussi des petites enseignes vélo, des petits vélocistes de votre côté qui peuvent être sympas à faire vivre aussi plutôt qu'une grosse enseigne internationale. Donc voilà, je vous donnais juste un ordre de grandeur en termes de prix. Alors il y a aussi la partie équipement du cycliste, forcément. Alors là je vais me faire doubler, je vais arrêter de parler pour pas passer pour un fou. Voilà, il y a des cyclistes qui sont pressés aussi le matin, hein, parce que je suis déjà à 27 et monsieur roule pas mal. Donc l'équipement du cycliste, alors il y a bien sûr les couches de technique. Quand je dis les couches, je ne parle pas du cuissard. Hein. Je parle des t-shirts qui permettent d'absorber la transpiration et tout en étant respirant. Moi c'est ce que j'ai. Je le change en arrivant au boulot et voilà, c'est super pratique, c'est plus agréable. Et après, selon la saison, je vais rajouter des couches. Alors, je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi parce que ça demande quelques explications. On a le réflexe de mettre beaucoup de couches, mais il y a quand même une technique à avoir les parties respirantes, etc. Donc là, ce qu'on peut appeler la technique de l'oignon. Donc je vais pas développer là-dessus, mais oui, il y a un coût aussi en termes d'équipement hein, quand on se met au vélo taf, si on veut faire la pratique régulièrement, par toutes les saisons. Parce qu'il faut s'équiper en tenue de pluie aussi, une veste de pluie, pantalon de pluie, peut-être des surchaussures. Si. Vous voyez, sur cet itinéraire, il y a quand même très peu de rencontres avec des voitures, et ça me plaît beaucoup. Je suis sur un chemin de halage.
que je présenterai par la suite. Merci. Vous voyez, les autres usagers sont toujours assez cool vis-à-vis des vélos. Je pense pas qu'il y ait ce côté haine vis-à-vis des cyclistes. Donc oui, équipement, on peut aussi mettre un cuissard, mais ça, je trouve que c'est un petit peu plus lourd, parce que changer de cuissard, etc. en arrivant, bon, ça amène du confort. Parce que c'est vrai que quand on débute le vélo, si on en fait tous les jours, le fessier en prend un coup. Il y a des zones d'irritation. Et donc un cuissard vient annuler ce petit inconvénient. À vous de voir. Moi, j'en ressens pas le besoin. Sur mon vélo de route, bien sûr, j'en mets. Mais là, pour mes 20 km, en étant habitué, et là, je suis en short de ville, je ressens pas le besoin de mettre un cuissard ou une selle. Ouais, il y a aussi les selles avec du gel. Donc oui, il y a l'équipement du vélo, mais il y a aussi l'équipement du cycliste. Ce qui demande quelques centaines d'euros quand même quand on commence la pratique. Il faut pas oublier ça dans son budget. On a tendance à croire qu'on achète un vélo et c'est parti, mais non. Il y a la partie équipement du vélo, la partie équipement du cycliste à prendre en compte. Donc ne mettez pas tout votre budget. Si vous avez 500 euros, ne mettez de budget. Et ben ne partez pas sur un vélo à 500 euros et pour plus avoir d'argent pour le reste. Partez sur un vélo à 250 et puis mettez 250 euros dans les équipements. Ce sera bien plus malin, bien plus confortable et bien plus pratique, ce qui vous permettra de continuer le vélo taf, parce que si vous n'êtes pas confortable, et ben je pense que ça sera un des freins à votre pratique du vélo taf. Le chemin passe plus vite quand on fait une vidéo, c'est fou. Je suis déjà bien plus que la moitié de mon itinéraire. Bonjour madame. Ça c'est marrant. Parce que c'est une dame que j'ai croisée hier et on a échangé sur son chien qui était un peu foufou. Vous voyez, ça m'arrive une fois de plus qu'à vélo ou à pied, mais mes grands sourires et partages le matin, bah, c'est cool. Ça met de bonne humeur. Je trouve ça vraiment sympa. Alors là, la montée du pont d'autoroute. C'est marrant parce qu'à droite, c'est l'autoroute que je devrais prendre si j'étais en voiture. Et non, je suis sur le chemin de l'âge et c'est quand même 1000 fois plus sympa et agréable. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue et imbuvable. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de points à prendre en compte. Donc sur la partie équipement, il y a aussi une part très importante d'antivol. Et ça, c'est pas à négliger, surtout en France. Malheureusement, les vols de vélo, c'est une plaie absolue. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un garage à vélo quand j'arrive au travail. Alors merci patron pour ça. C'est juste une tranquillité d'esprit, forcément. Mais... Merci. C'est une tranquillité d'esprit, forcément. Alors tout le monde n'aura pas ce luxe-là et du coup, le fait d'avoir un ou deux antivols, ça peut être vraiment nécessaire, voire indispensable. N'achetez pas les antivols un peu au câble, etc. Parce que ça se coupe en 2 secondes avec une pince. Alors, il n'y a aucun antivol qui sera sûr à 100%. Je veux dire, un mec qui vient avec une meuleuse, une disqueuse, et oui, ça arrive. Il y a vraiment des gens qui se baladent avec ça pour rouler des vélos. Merci.
Et voilà, un grand sourire, un merci et ça passe. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir 1 ou 2 U. Parce que c'est ce qu'il y a de plus solide. Et vraiment de sécuriser le cadre à un point fixe. Mais n'attachez pas un poteau simple, hein, parce que le vélo peut être soulevé et voilà, votre antivol ne servira à rien. Là, j'arrive sur le canal de Roubaix, vous allez voir, on va rencontrer quelques animaux, dont des rats, normalement, comme tous les matins. Bon, un petit coup de sonnette et ils s'enfuient, hein, ils ont peur. Donc oui, les antivols, un U pour sécuriser, essayez d'avoir peut-être quand même un câble mais pour sécuriser la selle. Ça fait partie des objets les plus volés, hein. Les selles et les roues. Si vous n'attachez votre vélo que par la roue avant, et que votre roue a une attache rapide, vous risquez de ne plus avoir que la roue avant en revenant le soir à votre vélo parce qu'on aura détaché la roue et on sera parti avec le reste. Donc, le but, c'est de faire perdre du temps aux voleurs. Hein. Et alors, ça va être triste ce que je vais dire, mais de le faire se rabattre sur le vélo d'à côté. Merci. Un voleur préférera toujours s'attaquer à la cible la plus rapide à voler. Hein. Ils sont logiques, hein, ces voleurs. Nos voleurs ont du talent. Voilà. La partie anti-vol, vous essayez de sécuriser un maximum. Essayez d'avoir le moins d'attaches rapides sur votre vélo. Le moins de choses desserrables rapidement. Et c'est ce qui limitera le vol. Au maximum, le risque de vol. Oh là là, j'espère que c'est stabilisé là. Parce que ça risque d'être un enfer pour vous sinon. Vu comment ça bouge. Donc on a fait la partie orga, la partie itinéraire, la partie matériel, la partie vélo, la partie petit matériel, donc anti-vol, sacoche, garde-boue, équipement du cycliste dans la tenue, selon la météo. Je vais devoir mettre un petit coup d'œil sur mes notes, parce que je vous avoue que, et alors ça c'est l'enfer du chemin de halage, c'est le pigeon voyageur, le pigeon, pourquoi je dis voyageur, le pigeon qui décolle à 1 mètre de vous, ça m'arrive tous les matins. Tous les matins, ça me fait monter le cœur à 200 à l'heure. Et ça se trouve, c'est le même pigeon qui tous les jours me dit « Voilà ce con avec sa veste jaune fluo, ça va être le moment de me marrer et de lui faire peur. » Donc je reprends mes notes. Ah oui, au point que j'ai bien fait de la préparer un peu cette vidéo. Le côté entretien du vélo, qui n'est pas à négliger du tout. Alors il n'y a pas forcément grand chose à faire. Hein. Ce qu'il faut vérifier, moi ce que je vérifie à peu près tous les 3 jours, c'est la pression de mes pneus. La pression des pneus est notée sur le flanc de votre pneu. Ne soyez pas en dessous ni au-dessus. Plus vous serez sur la partie basse des recommandations, plus vous aurez du confort et de la tenue de route. Plus vous serez sur la partie haute, plus vous aurez du rendement. Mais ce sera un peu plus raide. Forcément, hein, il y aura moins cet effet coussin vert avec le pneu et du coup, ça peut être costaud. Moi, mes pneus peuvent être de 2,5. Moi, mes pneus peuvent être de 2,5 à 4 bars. Et je suis à la limite haute. Hein. Le confort, tant pis, on verra ça quand je serai plus vieux. Mais c'est 4 bars et ça roulait jeunesse. Un épagnol, je pense. Pas sûr.
Vous voyez là, je suis toujours sur le canal de Roubaix, enfin, je le longe. Et toujours pas eu de voiture à croiser, c'est royal. Donc oui, l'entretien du vélo, pardon, je me suis perdu. Pression des pneus, forcément, état des pneus, vérifier parfois si votre pneu n'est pas endommagé, s'il ne faut pas le changer. Voilà, on laisse le truc en plein milieu, bien sûr. Et il y a la partie transmission, donc tout ce qui est cassette, courroie, plateau. Il faut vérifier les nettoyer et les lubrifier. Je reprends la vidéo quand j'aurai passé le feu, parce que là, avec toutes les voitures, ça doit être assez désagréable en termes de son. Voilà, l'un des seuls feux de mon itinéraire est passé. Je reprends les explications. Oui, donc nettoyer la transmission. Alors avec du pétrole désaromatisé, vous pouvez dégraisser la chaîne, parce que vous allez voir que la chaîne va accumuler toutes les poussières, la boue, etc. Et ça vient minorer sa durée de vie. Donc vraiment, prendre soin de sa transmission, c'est des économies. Ça demande un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment pas... Vous faites ça une fois par semaine, hein. Vous venez dégraisser la chaîne avec une microfibre, vous mettez du pétrole désaromatisé, vous allez voir tout part d'un coup, la chaîne va être comme neuve. Et après, vous remettez un lubrifiant. Et vous verrez que la vitesse passe mieux. La vitesse passe beaucoup mieux, il y a moins de bruit, c'est plus agréable. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est qu'un vélo mal entretenu, eh ben, il se dégrade plus vite. C'est comme une voiture, hein. Si on ne fait pas les vidanges, bon, c'est pas terrible. Et ben là, vous avez la pression des pneus, vérifiez un peu de resserrer. Resserrer un peu toutes les vis et le côté lubrifiant du pétrole désaromatisé, ça coûte 3 balles le bidon et ça vous fait plusieurs mois. Et c'est hyper efficace. Vous voyez, hein, là, on va se faufiler parce que on n'est pas en voiture et on n'a pas de temps à perdre. Il y a une petite chose que j'ai oubliée, je ne sais pas dans quelle partie j'aurais dû la mettre, et c'est la partie réglage aussi du vélo. Combien de cyclistes je vois avec une selle beaucoup trop haute ou beaucoup trop basse, avec les genoux à 90 degrés ou ça, il y a des tutos hein, sur internet, ça prend 10 minutes à régler une selle et un guidon. Parce qu'une selle mal réglée en hauteur, ça peut vous faire apparaître des douleurs au genou, devant ou derrière, selon la localisation normalement de la douleur dans le genou, vous pouvez savoir si votre selle est trop haute ou trop basse. Et donc ne négligez pas non plus cette partie réglage du vélo. Vous gagnerez en confort, vous évitez les blessures. Et alors là, c'est le petit panneau M12 qui fait plaisir. Ça, c'est un feu rouge. Mais moi, j'ai le droit. Et vous évitez les blessures et l'inconfort. Et l'inconfort, ça mène aussi à l'arrêt de la pratique. C'est toutes ces petites choses. Un vélo pas entretenu, un vélo mal réglé, une tenue mal adaptée, une géométrie de vélo qui est mal choisie. Et bien tout ça, cumulé, ça fait un énorme frein. Et quand vous voyez votre vélo dans le garage, vous dites wow, la flemme. La grosse flemme, je vais avoir mal, le vélo ne roule pas bien, je vais monter dans la voiture, mettre l'autoradio, me mettre un petit Elton John, ce sera plus confortable, certes, moins économique, moins écologique, moins satisfaisant, moins de rencontres, bref, vous avez vu,
Je veux pas avoir un discours anti-voiture, hein. Mais je suis pas là pour parler de vélo taf, donc il faut quand même que je parle des avantages du vélo. Donc oui, le côté réglage. Et le fait d'avoir aussi un vélo bien réglé, bah, vous serez plus efficace en fait dans votre pédalage. Vous aurez besoin de développer moins de puissance pour parcourir le même chemin. Donc, primordial. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai abordé pas mal de points, j'en ai certainement oublié, j'avais prévu des notes. J'ai essayé de les suivre, mais en roulant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et voilà, j'espère que j'aurais bien résumé tout ça. Il faut penser à l'itinéraire, à l'organisation une fois arrivé au travail. Est-ce que vous avez un meuble ou quoi pour mettre vos vêtements pour vous changer? Le matériel, que ce soit le choix du matériel, le réglage du matériel à votre morphologie, l'entretien du matériel et sa sécurisation avec un antivol ou même peut-être avec un tracker GPS selon vos moyens, selon le prix du vélo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci aux personnes qui ont eu la patience de me suivre. J'espère que j'ai pas été soporifique. J'ai essayé de faire au plus court. C'est pas toujours évident en roulant à vélo de structurer sa pensée. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, et je suis là pour y répondre avec grand plaisir. Moi j'ai créé cette chaîne, c'est pour échanger. Alors n'hésitez pas à vous mettre au vélo, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois. Le premier pas est le plus dur à faire. Prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!